Le roi elfe noir, Damasté, fit son apparition. Une entité de puissance colossale, maîtrisant la gravité et la drain de vie. Lorsque la créature émergea, Liu Xing prit la fuite en direction de la sortie de l'abysse. Mais la créature attaqua sans attendre en direction de Liu Xing. Ye King répliqua aussitôt, ses mouvements rapides essayant d'empêcher l'attaque. Pour gagner en rapidité, Ye King activa sa carte de vitesse et parvint de justesse à parer le coup du monstre. Ye King fut aussitôt projeté vers l'arrière, Liu Xing quant à lui était à bout mais continuait de courir vers la sortie. En même temps Ye King essaya de lancer des attaques mais tous étaient inefficaces contre le monstre. L'œil unique du monstre brillait, trahissant un mécanisme défensif presque impénétrable. Le système confirma la suspicion de Ye King et l'informa que le boss Damasté est en verrouillage gravitationnel et ne peut être blessé que par sa cible principale. Et en ce moment sa cible principale n'était pas Ye King mais Liu Xing. Tout en réfléchissant, Ye King s'apprêtait d'enchaîner d'autres coups. Mais le démon reprit aussitôt et continua de charger sur Liu Xing. Dans un mouvement large, le roi elfe noir brandit sa lame dans le dos de Liu Xing. Le cri de douleur de Liu Xing résonna dans toute la salle alors qu'il se faisait trancher en deux par le monstre. À l'extérieur le silence était lourd et menaçant. 2 évaluateurs attendaient la sortie des participants. L'un des évaluateurs remarqua que l'un des deux à l'intérieur devait être mort puisqu'il ne restait plus qu'un seul signal de vie. Le second, un sourire en coin, déclara que certainement Ye King, qui est de rang faible, devait certainement être celui qui a passé l'arme à gauche. Pendant ce temps, à l'intérieur, le système informa que la puissance du démon venait d'augmenter. Le colosse se tenait droit, son noyau cramoisi brillant avec intensité, symbole de sa force dévastatrice. Son œil unique fixait Ye King, jaugeant sa détermination. En face du monstre, Ye King irradiait d'une énergie tout aussi sombre que menaçant, prêt à affronter son adversaire. À ce même moment, la cible principale du monstre était désormais Ye King. Avec un léger rire en coin, Ye King savait qu'en étant désormais la cible principale, il pourra infliger des dégâts au monstre. Ye King activa sa compétence de recyclage sur le corps de Liu Xing, ce qui lui donna quelques compétences supplémentaires. Le monstre fut aussitôt surpris en voyant l'aura desastreuse de cette compétence. Ye King se mit en position, son corps débordant d'énergie destructrice, annonçant une confrontation inévitable. D'un bond fulgurant, le monstre attaqua. Son mouvement fluide, sa lame virevoltant sous la lumière rouge sombre, entamèrent était prête à faucher. Remarquant la vitesse du monstre, Ye King utilisa le cauchemar de sang pour éviter l'attaque au dernier moment et réapparut aussitôt au-dessus du monstre. Propulsé par une vitesse fulgurante, élancé dans les airs, ses lames brillantes visant le cœur incandescent de la bête. Avec calme, le monstre esquiva toutes les attaques. Le monstre balaya l'espace d'un coup, sa puissance fracassant le sol. Ye King esquiva de justesse, sa précision le sauvant d'une mort certaine. Des étincelles jaillirent à chaque frappe, chacune visant à affaiblir le noyau de l'ennemi. Le combat s'intensifia encore. Ses clones frappèrent de plusieurs angles, mais la perception aiguisée du monstre déjoua la ruse. La bête répliqua d'un coup d'énergie flamboyant, déchirant l'air, forçant Ye King à puiser au plus profond de ses forces. Le vortex du monstre gagnait en puissance, aspirant tout autour de lui. Ye King lutta pour ne pas être emporté, cherchant une faille. L'attaque ultime de la créature fut déclenchée, libérant une vague dévastatrice de flammes incandescentes qui engloutit le champ de bataille. Puis, concentrant son énergie, le monstre porta un coup, direct, tranchant qui prit Ye King de plein fouet. Autour d'eux, l'énergie cramoisie crépitait en une tempête chaotique mêlant puissance brute, maîtrise martiale et la puissance du monstre. La frappe envoya Ye King au loin. Le silence retomba, pesant et irréel, tandis que Ye King se tenait toujours debout au milieu de la poussière qui retombait. Ye King activa la carte de super régénération, mais celle-ci était devenue lente à cause des débuffs du monstre. Ye King observa les mouvements de son adversaire, sentant la tension monter avant l'affrontement suivant. Soudain, le monstre se trouvait dans son dos. Une énergie cramoisie fendit l'air. Ye King réagit instantanément, esquivant avec précision, puis il esquiva une deuxième attaque d'un geste élégant. Le champ de bataille se transforma en chaos incandescent. Chaque mouvement du monstre était précis et calculé. Le monstre activa de nouveau le vortex gravitationnel et Ye King fut aussitôt attiré malgré ses tentatives désespérées de résister. Cette fois, le coup porté par le monstre fut d'une violence inouïe. Le sol, désormais criblé de cratères, témoignait de la violence du combat. Alors que Ye King sortait des débris, un nouveau signal d'alerte s'afficha dans l'interface, annonçant que la super régénération de Ye King était inutilisable. À ce moment, avec son état actuel et sa super régénération étant hors service, Ye King savait que la moindre erreur signifiait sa mort.
Damasté en face de lui dégageait toujours cette aura malveillante emplissant l'air. Ye King concentra son énergie et rappela ses lames entre ses mains. Ye King reprit aussitôt une position de combat, une flamme intérieure brillant encore plus fort face à l'obscurité environnante. Ye King se jeta en avant hurlant toute sa rage. S'il voulait survivre, il n'avait d'autre choix que de gagner ce combat. Le monstre évita son attaque et s'élança dans les airs. Son coup fut violent, mais Ye King esquiva avec agilité, ses mouvements aussi rapides que la foudre. Ye King savait intérieurement qu'il devait continuellement apprendre pour s'en sortir. Entouré de cette obscurité étouffante, il perça, d'un cri, le voile menaçant. Fermant la distance, il déchaîna une nouvelle salve d'attaque, alors que le système affichait les capacités spéciales de la créature. Le choc des forces s'intensifia, chaque impact faisant trembler le sol. Ying, au sommet de sa forme, frappait avec une vitesse et une puissance croissantes. L'écran du système suivait, son efficacité remarquable. Puis, dans un éclat aveuglant, les énergies violettes et écarlates se percutèrent. L'ennemi, affaibli, peinait à suivre les mouvements de Ye King. Une dernière notification confirma l'évolution de Ying, ses compétences dépassant toutes les prédictions. Il s'illumina d'une lueur violette, et Ye King porta un coup critique au monstre lui coupant une corne. Le champ de bataille redevint silencieux un moment, alors que le monstre peinait à réaliser la situation. Le colosse reprit les assauts, mais Ye King les esquivait tout habilement. Sans reculer, Ye King lança des boules de feu sur le monstre. Mais alors qu'il était encore dans les airs, le monstre le chargea férocement. Ye King para tant bien que mal l'attaque, mais il fut projeté en arrière sous la puissance du coup. Lorsqu'il parvint à atterrir, il remarqua aussitôt les dégâts sur ses lames, elles étaient complètement cassées. Ces deux lames étant des déchets recyclables, Ye King lança immédiatement le recyclage de ces dernières. Empli d'une nouvelle détermination, Ye King raffermit sa prise sur son arme, prêt à terminer ce combat. Dans un ultime effort, Ye King lança une salve d'énergie et l'onde prit le monstre de plein fouet, le tranchant de toutes parts. Le colosse s'effondra à genoux, et le système affiche la barre de vie du monstre qui avait baissé, une alerte du système s'affiche aussitôt, annonçant une récupération complète imminente. Pourtant, Ye King comprend qu'il doit agir sans tarder, avant que la situation ne lui échappe totalement. Ye King plisse les yeux, un sourire en coin et prêt à porter un coup décisif. Au même moment le système informe que la colère de Damasté a augmenté. À l'extérieur de l'abysse, d'autres chasseurs revenaient de leur chasse. Il s'agissait de Zhu Tong et de son groupe qui discutaient joyeusement après avoir terminé leur quête. La jeune dans leur semblait être celle qui avait tué le boss, celle-ci se plaignait et les traitait de membres inutiles. À leur sortie, ils remarquèrent aussitôt le fait que tous les observateurs étaient regroupés devant le portail dans lequel se trouvait Ye King. L'un des évaluateurs informe aussitôt qu'un autre signal de vie à l'intérieur vient de disparaître. L'évaluateur en chef commenta que cela signifiait qu'il n'y a pas de survivants et signalait cela comme un incident ordinaire. À ce moment un groupe de mercenaires s'approcha, leurs ombres s'allongent sur le sol déformé. L'un d'eux demanda aussitôt la permission d'entrer pour nettoyer l'abysse. Zhu Tong, la voix chargée de colère, conteste les conclusions de l'homme en armure, convaincu que Ye King est encore en vie. La tension monte lorsqu'on lui demande de reculer. Le groupe reste figé, hésitant, pendant que la colère de Zhu Tong gonfle. Il grince des dents, refusant l'immobilisme, exigeant qu'on organise une mission de sauvetage. Mais l'évaluateur en chef intervient, calme et glacial. Son regard perçant suffit à réduire le groupe au silence, imposant une autorité incontestable. Alors que Zhu Tong continue de protester, l'homme en armure le tient à l'écart et l'évaluateur en chef s'exclame. Prêtez pas attention à ces jacasseries. L'évaluateur en chef ordonne alors aux mercenaires de procéder au nettoyage de l'abysse. Alors que ceux-ci acquiescent joyeusement, une voix profonde résonne depuis le portail. Ce n'est pas la peine. Tandis que des étincelles de feu crépitent dans l'air. Ye King surgit des flammes du portail, sa silhouette ceinte d'un feu ardent, sa seule présence suffisant à faire reculer la foule. Zhu Tong s'écrie alors, rassuré de voir Ye King en vie. Un soupir de soulagement parcourt certains visages, mais d'autres restent sceptiques. Ye King reste droit, tenant un jeton doré, il garde un visage impassible. Il l'a obtenu. Il a prouvé sa valeur. Les conditions du jugement sont remplies. Des expressions choquées envahissent la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple récupérateur triomphe ainsi. Car ici, la puissance ne dépend pas du rang, mais de la véritable résilience. L'évaluateur en chef s'avance, incrédule. C'est impossible, pense-t-il. Comment un marginal a-t-il pu renverser les attentes aussi facilement? Pourtant, Ye King lève fièrement le jeton, le laissant briller sous la lumière vacillante. Ceci est la preuve, je suis à ma place, lança-t-il.
Sans hésiter, il tend le jeton vers l'examinateur, marquant la fin de sa mission. L'examinateur, surpris, serre le jeton. Puis le regard de l'examinateur se durcit. « As-tu tué le boss légendaire ?» demande-t-il, soupçonneux. Pourtant, Yeking ne fléchit pas. « Oui, je l'ai fait. » répondit Yeking. L'examinateur, toujours sous le choc, serre le jeton avec plus de force. « Cela change tout, » murmure-t-il. Son regard s'aiguise. N'arrivant toujours pas à accepter cela, l'examinateur en chef accuse alors Yeking d'avoir tué son équipe. Des murmures se répandent, puis les premières accusations surgissent. Car l'idée qu'un marginal ait survécu à une telle épreuve brise les fondements mêmes du système. L'examinateur, frustré, persiste avec les accusations cherchant des explications, mais aucune logique ne suffit. Alors que Zhu Tong explose de colère contre l'examinateur, Yeking lui fit signe de la main pour le calmer, puis il déclara à l'examinateur qu'ils ne trouveront aucun corps dans l'abysse. À peine avait-il fini de parler que l'un des examinateurs sortant de l'abysse confirma que l'abysse était complètement vide. L'examinateur ébahi se demandait s'il s'agissait d'un bug ou un truc du genre. Avec assurance, Yeking demanda. « Maintenant que tout est clarifié, est-ce que le test est validé ?» Affichant un sourire dédaigneux, l'examinateur annonce que le test est valide et désormais Yeking peut demander à rejoindre un groupe de chasse s'il le souhaite. Soudain, une silhouette s'avance, imposante, autoritaire. Son aura change immédiatement l'atmosphère. C'était Liu Shenran. Elle commente aussitôt la déclaration de l'examinateur, lui demandant si l'examinateur n'a pas oublié quelque chose. Tous se figent. Car sa seule présence remet en question tout ce qui semblait acquis. Aussitôt les examinateurs viennent vers elle lui saluant poliment. Liu Shenran ne prête guère attention à leur politesse et continue en expliquant que quiconque a obtenu une rune d'or peut lui-même former son propre groupe de chasse. Puis elle s'avance vers Yeking lui demandant s'il a bien mentionné son comme elle le lui a indiqué avant l'examen. Mais celui-ci avait oublié de le faire. Liu Shenran se tourne alors vers l'examinateur avec un regard menaçant lui rappelant quelles sont les règles du comité des chasseurs. L'examinateur s'excusa maladroitement et déclara que de toute façon ce serait du gaspillage de laisser une rune d'une telle qualité en possession d'un simple récupérateur. En entendant cette déclaration, Zhu Tong explosa de colère, criant sa frustration. D'autres murmures, même parmi les mercenaires, se faisaient entendre, accusant l'examinateur d'être mauvais. Frustré, l'examinateur hurla à tout le monde que même si Yeking partait avec la rune, même le comité pensera qu'il a juste volé car son niveau de force n'était même pas de rang B. Soudain, l'air vibra d'une énergie nouvelle. L'appareil de mesure commença à monter en flèche tout d'un coup et finit par exploser tant l'énergie était énorme atteignant le grade S. Un malaise s'installa, palpable, alors que quelque chose d'inexplicable se manifestait. Autour de Yeking, l'atmosphère devint lourde, presque oppressante. L'examinateur commença à trembler de frayeur, coulant des sueurs froides. Yeking restait impassible. L'énergie l'enveloppait, imposante, irréfutable. Ceux qui doutaient n'avaient plus d'arguments. La panique gagna les rangs. L'examinateur peinait à comprendre ce qu'il se passait, tandis que la force menaçait de tout engloutir. Yeking déclara qu'il allait juste reprendre ce qui lui appartient. Yeking libéra une immense énergie, le jeton doré trembla, réagissant violemment à l'énergie libérée. L'examinateur peinait à le retenir, et la rune vola droit dans la main de Yeking. Le cristal de mesure vacillait, incapable de contenir l'intensité de la force qu'elle mesurait. Yeking intensifia l'énergie et la puissance de l'énergie envoya valser l'examinateur à l'arrière et même le cristal de mesure se brisa, pulvérisé par une force qui dépassait tout ce qu'ils avaient jamais enregistré. Un silence lourd tomba sur la pièce, alors que l'incompréhension grandissait. Yeking tourna les talons, le visage sombre il leur conseilla avec sarcasme qu'il ferait mieux d'améliorer leurs équipements de mesure d'énergie. L'examinateur, resté en retrait, l'observait d'un œil perçant. Il n'arrivait pas à croire un tel potentiel, mais le constater de ses propres yeux était une autre histoire. Malgré cela, l'atmosphère restait tendue. Car Yeking était devenu une force qu'on ne pouvait plus ignorer. Un rire léger rompit alors la tension. Liu Shenran fit savoir à Yeking qu'il aurait dû mentionner le de la famille Liu depuis le départ. Les examinateurs l'auraient traité avec plus de respect. Yeking lui répondit que même s'il avait mentionné le de la famille Liu, jamais ses examinateurs ne l'auraient cru de toute façon. Alors que les deux discutaient, Wu Tong s'approcha, amenant une note inattendue d'humour. L'idée d'une célébration fut lancée, un événement en l'honneur de sa certification. Mais la mention du lieu provoqua un silence gêné. Yeking pensa à l'idée de recevoir chez lui, était tout sauf idéal. La panique monta en lui. Son petit logement n'était pas prévu pour accueillir des invités de haut rang. Encore moins quelqu'un d'aussi influe. Pourtant,
Un enthousiasme forcé le poussa à jouer le jeu. Il ne pouvait pas se permettre que quiconque découvre la réalité de sa vie quotidienne. Il devait sauver les apparences. Une proposition innocente, Liu Shinran leur donna alors rendez-vous le lendemain soir. Cela éveilla soudain une tension inattendue. Organiser un tel événement signifiait s'exposer, et fuir ne ferait que susciter davantage de soupçons. Alors que les trois marchaient dans les couloirs, son destin se scellait. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Il soupira, résolu. Il fallait se préparer, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Alors que Liu Shinran leur faisait ses au revoir, la ville s'étendait devant lui, rappel cruel de son parcours. Le changement n'était plus une possibilité. Il s'imposait, rapide, implacable. Ce n'était plus un combat de force, mais d'apparence. Et cette fois, c'était une métamorphose qui s'imposait. Les rues familières ne suffisaient plus à l'apaiser. Alors qu'il entrait dans son appartement, une voix le tira de ses pensées, sa sœur. Son regard perçant trahissait une avalanche de questions qu'il n'était pas prêt à affronter. L'interrogatoire débuta. Mentir était inutile, et tordre la vérité ne ferait qu'empirer les choses. Sous la douche, l'eau chaude glissait sur sa peau, emportant avec elle la fatigue accumulée. Le sang séché s'effaçait lentement, dévoilant les blessures, anciennes et récentes. Chaque cicatrice racontait un combat, chaque marque une épreuve surmontée. La douleur était le prix du pouvoir. Inspirant profondément, il se redressa. Le combat était terminé, mais de nouveaux défis l'attendaient. Une fenêtre bleutée s'ouvrit alors devant ses yeux. Le système signalait sa progression, mais avertissait aussi que la récupération serait longue. Un mot se détacha dans les notifications, réincarnation. Rarement affiché, il éveilla une curiosité inquiète. Ye King se rappela son combat contre le roi elfe noir, Damasté. Lorsqu'il l'avait vaincu, celui-ci avait libéré une énergie condensée, lui conférant quelque chose d'au-delà du compréhensible. Ce n'était plus une simple montée en puissance, c'était une transformation absolue. Devant lui flottaient plusieurs artefacts, tous emplis d'un pouvoir immense. Les récompenses s'affichèrent, des connaissances condensées en un éclair, des techniques, des secrets de guerre. Son pouvoir explosa. Il serra les poings. Ce n'était que le commencement. Esquissant un léger sourire, Ye King s'exclama satisfait. Il avait réussi à vaincre l'elfe noir Damasté sans être gravement blessé. Ce qui en soi était un exploit sans nom. Aussitôt, Ye King lança le recyclage du corps du monstre vaincu et obtint une carte contenant le pouvoir du vortex de gravité utilisé par l'elfe noir. Alors qu'il était tout sourire en voyant l'obtention de ce pouvoir, une notification s'ajouta. Il avait obtenu 100 points d'attribut, ce qui lui faisait un total de 140 points d'attribut disponibles. Avec un geste scénaristique presque théâtral, Ye King demanda au système la distribution des points obtenus. Mais à présent, il fut surpris en voyant que ses stats ne bougeaient plus. Toutes ses statistiques avaient atteint 512 points, ce qui semblait être le maximum pour lui. En essayant de les augmenter, le système lui notifia qu'il avait la limite de ses attributs. Une nouvelle notification s'en était suivie aussitôt. Celle-ci lui avait mentionné « Ta condition de réincarnation a été remplie et le système a débloqué l'option de réincarnation pour toi. Cliquez sur « Oui » réinitialisera immédiatement ton niveau à 0. Tu pourras alors t'éveiller une seconde fois, et la limite de niveau sera augmentée à 5, avec une hausse correspondante du cap maximal des attributs. Revenant au présent, Ye King repense à cette notification sur la réincarnation, et bien que ses limites seront brisées et améliorées, cela implique tout de même qu'il recommence au niveau 0. Considérant les risques de revenir au niveau 0, maintenant qu'il était sorti de l'abysse, Ye King se demandait s'il devait considérer l'option de réincarnation proposée par le système. Le poids de la réincarnation oppressait ses pensées, et en repensant aux propos de l'examinateur lors de son examen, il était désormais trop tard pour espérer progresser sans opposition. Frustré par les conditions du système, Ye King s'emporte et hurle sa colère. Il ne veut pas accepter de limite à sa progression. Il hurle tellement fort de colère que même sa sœur Ye Xiao ou sursaute de surprise. Cependant le système prend ses propos pour un oui, et aussitôt une notification l'informe que le processus de réincarnation est lancé. Son corps trembla tandis que la puissance l'envahissait. Une notification clignota soudainement dans l'air, révélant des résultats inattendus. Ses blessures s'effacèrent, ses cicatrices disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. La régénération fulgurante le laissa un instant interdit, incapable de croire à une telle transformation. Sa sœur, en entendant les bruits, fit irruption dans la salle de bain, mais son expression se figea. Ye King, qui était encore sous la douche, lui lança un regard agacé. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, une explosion éclata, brisant la quiétude. Le sol vibra, les échos de la détonation se propageant au loin.
Les flammes rugirent tandis que les débris volaient. À travers le nuage de poussière, une silhouette se fraya. Dans la panique de la situation gênante, Ye Xiao se transforma sous sa forme métamorphe. Le lendemain, devant le bâtiment luxueux abritant la maison de vente aux enchères d'équipements de la ville de Shengfeng, Ye Qing inspira profondément. Aujourd'hui, il n'était plus un simple fouilleur. Il avait un objectif clair. Il devait revendre à bon prix les équipements obtenus dans les abysses, mais aussi essayer d'acquérir de bons équipements à la vente aux enchères. Dès qu'il s'approcha, un garde surgit, lui bloquant l'accès. Leurs regards méfiants le détaillèrent longuement, jaugeant s'il méritait leur attention. Mais il ne vacilla pas. Ce genre d'intimidation ne suffirait pas à le détourner de son chemin. Ye Qing se présenta comme étant un collecteur. Mais le scepticisme était palpable. Après tout, un fouilleur prétendant être collectionneur? L'idée avait de quoi faire sourire. Pourtant, son calme les fit hésiter. Car si le respect se basait sur le rang, lui n'en avait aucun, mais la force, elle, ne portait pas toujours d'uniforme. Puis, le garde le poussa vers la sortie tout en lui disant qu'ici, l'influence se mesurait en richesse, et seuls ceux qui avaient de la valeur pouvaient espérer être écoutés. Ye Qing présenta alors une dague, son aura à peine perceptible. L'expert en évaluation la toisa d'un œil moqueur, déjà prêt à la classer comme un vulgaire déchet. D'un geste désinvolte, il examina la lame, trop arrogant pour percevoir son potentiel. Un rictus sur les lèvres, il lança son évaluation, et l'écran afficha une valeur insultante, 0 absolu. Des éclats de rire retentirent. L'expert, suffisant, suggéra même de la jeter. Pourtant, au moment où tout semblait scellé, Ye Qing lâcha la dague qui pénétra dans le sol comme dans du beurre. Fronçant les sourcils, l'évaluateur s'immobilisa. Son dédain se transforma peu à peu en stupeur, car la lame révéla enfin sa vraie nature. Le scanner s'emballa, les données vacillèrent, échappant à toute logique. L'interface s'ouvrit, dévoilant des attributs cachés. Il ne s'agissait pas d'une arme ordinaire, mais d'un artefact dont la puissance surpassait même celle des plus hauts gradés. Le visage de l'expert s'illumina. Il avait frôlé une erreur irréparable, jeté un trésor inestimable comme une vulgaire ferraille. Cette faute, il le savait, pourrait lui coûter bien plus que son poste. Mais Ye Qing, lui, souriait en silence. Il s'attendait à cette réaction. Il savait que certaines choses demandaient simplement un peu de patience pour être reconnues à leur juste valeur. Quelques instants plus tôt, à peine une demi-heure avant l'incident, Ye Qing était plongé dans ses pensées. Les dépenses du quotidien l'accablaient. Chaque coup comptait, et il savait que la survie ne dépendait pas que de la force brute. La richesse, ici, dictait la place de chacun. Le métier de fouilleur ne se résumait pas qu'au combat. Il s'agissait d'exploiter la moindre opportunité. Un bon échange pouvait tout changer. Dans son inventaire, certains objets passaient inaperçus aux yeux des autres, mais pas aux siens. Car il avait appris, la connaissance, bien plus que la puissance, menait à la vraie fortune. Décidé, il passa à l'étape suivante. Avec la bonne négociation, il ne se contenterait plus de survivre, il réécrirait sa propre destinée. En analysant le marché, il comprit rapidement que les acheteurs fortunés ne cherchaient que l'exceptionnel. Les objets ordinaires n'avaient plus aucune valeur à leurs yeux. Puis, un éclat attira son attention dans l'inventaire. Une marque étrange, presque imperceptible, pulsait faiblement. Le système venait de reconnaître un symbole rare, et avec lui, une nouvelle fonction se débloqua. Un hôtel de forge abyssale devenait accessible. Une capacité enfouie, jusque-là hors d'atteinte. La révélation fut fulgurante. Si la forge abyssale pouvait être activée en dehors des abysses, alors ses possibilités allaient bien au-delà des méthodes classiques. Une énergie sombre s'éleva, annonçant le lancement du processus. L'interface de l'hôtel s'illumina, validant ses théories. Un nuage de fumée et une lueur soudaine révélèrent la forme matérielle de l'hôtel. L'outil se matérialisa, comme s'il répondait à sa volonté. Ye Qing toussa, ébloui, mais fasciné par sa présence. L'interface détailla les améliorations possibles, expliquant comment des objets banals pouvaient être transfigurés. Il choisit avec soin une arme à placer dans la forge. D'après les rumeurs, le bon processus pouvait donner naissance à des légendes. Les flammes rugirent. L'arme fut consumée, et un message système confirma l'échec de l'opération. Ye Qing tenta immédiatement une seconde amélioration. Et cette fois encore, le système afficha un message d'échec brutal. Un frisson parcourut son dos. La peur s'insinua tandis qu'il se demandait si les matériaux étaient insuffisants ou si un autre facteur perturbait le mécanisme. L'objet, autrefois évalué à 100 000 1, venait de devenir inutile, anéanti en un instant. La frustration le submergea, mêlée à l'incompréhension. Le processus légendaire n'était donc pas infaillible.
Le raffinement impliquait un risque réel. Le poids de la perte était bien plus lourd qu'il ne l'avait anticipé. Ses yeux se plissèrent alors qu'il inspectait à nouveau l'hôtel. Si ce n'était pas les composants, alors peut-être que l'hôtel lui-même était instable ou incomplet. Soudain, le système afficha un message non identifié, attisant encore davantage sa confusion. La véritable nature de l'hôtel de forge restait voilée, et Ye-King comprit qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface d'un pouvoir bien plus vaste que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Ses yeux brillaient tandis qu'il activait sa compétence d'observation, une capacité rare lui permettant de déchiffrer les secrets enfouis dans les artefacts même les plus complexes. Une énergie bleutée jaillit aussitôt, enveloppant l'hôtel de forge pendant que le système analysait ses moindres recoins. Lentement, les informations se révélèrent, dévoilant un mécanisme aussi mystérieux que puissant, bien au-delà de toute compréhension ordinaire. Le nom s'afficha, Hôtel de Forge Camelot. Contrairement aux forges classiques, celle-ci reposait sur un principe d'évolution par transformation imprévisible, ouvrant un éventail de possibilités infinies. Et soudain, la vérité le frappa. Ce n'était pas simplement un outil, mais un pari. Plus la qualité de l'équipement était médiocre, plus les chances de réussite étaient élevées. Un artefact réservé aux téméraires, où fortune et désastre ne faisaient qu'un pas de différence. Une silhouette spectrale gigantesque surgit alors, enveloppée de flammes bleues, brandissant un marteau colossal. L'aura de l'entité crépitait, saturée d'une énergie écrasante qui fit trembler les environs. Ye-King la contempla, les yeux grands ouverts. Si cette chose pouvait forger des armes à partir d'épaves, alors il venait peut-être de découvrir une puissance inestimable. Un sourire aux lèvres, il étendit sa main, il y déposa une épée endommagée dans l'autel. « Il est temps de tester ça », murmura-t-il, les yeux brillants d'excitation. Tenant le marteau de la forge, il frappa sur l'épée flottant sur l'autel. Dans un éclat de lumière, des fragments brisés et des lames éparpillées se fondirent en une seule forme. Des étincelles jaillirent tandis que la forge s'activait aussitôt. Une autre arme prenait déjà forme, cette fois-ci dotée d'une aura bien plus étrange. Lorsqu'elle émergea, la lame scintillait d'un reflet violacé. Les légendes murmuraient l'existence d'un artefact baigné à la fois dans la lumière et les ténèbres. Et là, face à lui, se tenait cette arme unique. Le cœur battant, Ye-King la contempla, ébahi. Il ne s'agissait pas d'une simple épée, mais d'une pièce rarissime, sans équivalent. Cette forge, comprit-il alors, n'était pas un simple outil, c'était une source inépuisable de merveilles. Son sourire s'élargit. Avec suffisamment de matériaux, même les plus banals, il pourrait créer un arsenal capable de rivaliser avec les plus grands guerriers. Un sourire aux lèvres, Ye-King activa de nouveau l'hôtel de forge. Une décharge d'électricité la parcourut, emplissant son bras d'une force brute. Une nouvelle fusion réussie fit apparaître un arc doré, irradiant une énergie ardente presque vivante. Des flammes dansaient le long de sa corde alors qu'il en inspectait les détails. L'arme semblait avoir été conçue par les dieux eux-mêmes à partir de simples fragments. Puis, la forge trembla de nouveau, crachant un autre artefact d'une rareté divine. Le processus de reforgeage était en train de transformer sa collection de déchets en un trésor de guerre terrifiant. Ye-King avait du mal à y croire. Chaque fusion révélait des armes dépassant même son imagination. Et enfin, dans une dernière poussée d'énergie, un marteau imprégné de foudre jaillit de l'autel. L'électricité dansait autour de lui, son aura évoquant celle des divinités anciennes. Face à l'autel, Ying observait l'ensemble de ses créations, stupéfait. Le nombre d'artefacts de haut niveau qu'il avait générés dépassait tout ce qu'il aurait pu espérer. Son inventaire débordait désormais d'équipements aux potentiels colossaux. Il savait qu'il devait réfléchir à son prochain mouvement, garder ses merveilles pour lui, ou les introduire sur le marché et provoquer un véritable séisme dans le monde des collectionneurs. Cette idée le fit frémir. Il imaginait déjà l'impact de ses armes sur les guerriers d'élite et les acheteurs les plus fortunés. De retour au présent, dans un bureau moderne au design impeccable, l'homme d'affaires l'accueillait avec impatience. Assis en face de lui, il brûlait d'envie d'évaluer la qualité des objets contenus dans l'inventaire du jeune collectionneur. En entendant la quantité impressionnante d'artefacts, ses yeux s'illuminèrent, trahissant un étonnement qu'il tenta maladroitement de dissimuler. Chaque arme semblait émaner une énergie singulière, impossible à confondre avec celle des objets courants. Ce n'étaient ni des rebuts ni des matériaux sans valeur. En réalité, c'était tout le contraire. D'un simple geste, Ye-King invoqua une série d'armes, toutes imbibées de puissance pure. Une énergie sombre s'échappa immédiatement des artefacts, emplissant la pièce d'une aura écrasante qui fit frissonner l'observateur. Aussitôt celui-ci en voyant les artefacts courut demander que l'on prépare la carte VIP Platinum. Peu de temps après, dans une salle somptueuse et vaste, Ye-King marchait tranquillement d'un pas assuré, indifférent à la richesse qui l'entourait.
Son regard fixait avec curiosité la carte VIP Platinum dans sa main. Distrait, il se fit bousculer de l'épaule. Aussitôt, l'homme tourna le regard vers lui. Agacé, celui-ci rappela à Ye King de regarder où il met les pieds. Ye King s'excusa immédiatement, mais l'homme en l'observant remarqua l'accoutrement banal de Ye King. Ye King se présenta expliquant qu'il est un chasseur indépendant. Ici, le statut définissait la valeur, et Ye King n'arborait aucun insigne officiel. L'homme sortit un emblème qui brillait sous la lumière, attestant de son appartenance à une organisation puissante et respectée. Le silence s'imposa aussitôt, pesant, chargé d'attentes tacites. Chaque intrus devait prouver sa légitimité. Les regards s'échangeaient, hésitants, évaluant si cet étranger méritait d'être ignoré ou reconnu. L'homme, sûr de lui, laissa tomber des mots acides, empreints de condescendance, espérant provoquer une réaction. Pourtant, Ying resta impassible. Il connaissait les jeux de pouvoir qui se jouaient ici, et refusait de s'incliner. D'un geste de la main, Ye King se détourna de l'homme, s'excusant nonchalamment et continua son chemin. L'homme agacé par le geste de Ye King dégaina son arme, menaçant Ye King. Avec assurance, Ye King dégagea la lame près de son cou et prévint l'homme qu'il s'engageait dans un pari dangereux. Se tournant vers la sécurité, l'homme cria qu'un nouveau venu était entré par une entrée non autorisée. Alors que les employés cherchaient à corriger la situation rapidement, une voix éclata soudain dans la salle, tranchant les murmures avec une colère à peine contenue. L'homme refusait de tolérer que qui que ce soit vienne perturber l'invité VIP Platinum. L'atmosphère, déjà lourde, atteignit son point de rupture alors que les dynamiques de pouvoir se rééquilibraient brutalement. Dans cet environnement où la réputation, la richesse et la puissance dictaient chaque interaction, un faux pas pouvait tout faire basculer. L'homme qui s'en était pris à Ye King avec arrogance se retrouva saisi et maîtrisé par les gardes, tandis que l'organisateur présentait ses excuses à Ye King. L'air semblait vibrer alors qu'il avançait, le regard acéré, scrutant la foule à la recherche d'opportunités que d'autres auraient ignorées. Derrière lui, un rire discret s'éleva, dissipant temporairement la tension. La grande salle l'attendait, baignée de lumière dorée, regorgeant de trésors dont bien peu connaissaient la véritable valeur. Sous les reflets chauds des lustres scintillants, la scène centrale dévoilait une collection d'artefacts rares, attirant les regards avides de puissants individus venus de loin. Les murmures redoublèrent à mesure que circulaient des rumeurs sur l'origine de ces objets uniques, éveillant un frisson d'excitation parmi les acheteurs assis autour de tables luxueuses. Certains collectionneurs expérimentés tentaient déjà de retracer la provenance de ces artefacts. Plusieurs pensaient qu'un mystérieux collectionneur avait récemment liquidé une réserve entière d'objets de haut niveau, attisant la spéculation sur leur valeur réelle. Pendant ce temps, Ye King discret observait patiemment l'évolution de la vente, attendant le moment propice pour dévoiler ses propres pièces rares. Puis, un commissaire-priseur flamboyant fit son entrée, les bras levés dans un geste théâtral. Un silence respectueux s'installa immédiatement, annonçant le début tant attendu des enchères. Le premier objet présenté fut une bague mystérieuse, émettant une énergie ténue, presque imperceptible. Ses véritables capacités restaient inconnues, ce qui rendait l'auditoire hésitant. Beaucoup savaient que les premiers articles étaient souvent utilisés comme appât, avant que les véritables trésors ne soient révélés. Depuis le balcon surélevé, Ye King avertit analysait la pièce, notant chaque hésitation, chaque mouvement, chaque occasion que d'autres laissaient passer. Le silence persistait, aucune main ne se levait, la méfiance paralysant les premiers gestes. Puis, soudain, Ye King audacieux se leva. Sa voix résonna avec assurance, 1 million. L'annonce fit l'effet d'une onde de choc dans toute la salle. Certains ricanèrent, persuadés qu'il s'agissait là d'un pari insensé, tombés dans le piège d'un artefact sans valeur réelle. D'autres, en revanche, commencèrent à douter. Peut-être ce qu'ils avaient ignoré cachait-il un pouvoir que seul l'œil exercé de l'enchérisseur avait perçu. La dynamique changea aussitôt. Les offres commencèrent à affluer, chacune augmentant la tension, faisant grimper les enchères et transformant un objet négligé en pièce maîtresse d'un affrontement féroce. Les chiffres s'envolèrent tandis que l'ambiance s'électrisait. Ye King confiant relança l'enchère à un montant stupéfiant, 2,5 millions, provoquant un murmure généralisé. La pièce semblait soudain bien plus précieuse qu'on ne l'avait pensé au départ. Mais une question restait suspendue dans l'air. Était-il en train de tomber dans un piège financier, ou de rater une opportunité exceptionnelle? Un rival déterminé serra la mâchoire, refusant de céder. Il annonça 3 millions. Pour lui, la bague valait bien plus que ce que les autres soupçonnaient. Dans le silence tendu, tous les regards se tournèrent vers Ye King, suspendu à ses paroles, attendant de voir si la bataille allait encore s'intensifier. Finalement, Ye King frappa fort, 4 millions, relançant avec agressivité pour tenter de reprendre le contrôle. Les spectateurs se penchèrent les uns vers les autres,
murmurant, tentant d'identifier cet homme obstiné qui semblait insensible au montant démesuré. Certains marchands aguerris murmurèrent que le prix venait d'atteindre celui d'un artefact de grade unique. Lorsque le commissaire-priseur annonça l'offre la plus élevée de la soirée, un mélange de stupéfaction et de respect parcourut la salle. Le compétiteur, les poings serrés, sentit la défaite approcher. Son orgueil le poussait à surenchérir, mais son instinct financier lui soufflait de s'arrêter. Un silence pesant s'abattit à nouveau, juste après que l'enchère atteignit un sommet astronomique, atteignant les 100 millions, dépassant toutes les attentes et gravant ce moment dans la mémoire collective comme un instant légendaire. Certains doutaient encore des intentions de l'enchérisseur, le soupçonnant de vouloir manipuler la vente. D'autres, au contraire, saluaient son audace, convaincus qu'un tel sang-froid n'était possible qu'avec des moyens considérables. Et lorsque le commissaire-priseur confirma enfin l'enchère, le destin de cette soirée bascula. La salle vibrait d'excitation, chaque spectateur conscient d'avoir été témoin d'un moment historique. Pourtant, le rival vaincu serrait les dents, incapable d'accepter le verdict. Son esprit s'agitait déjà, se rappelant comment il avait été humilié plus tôt dans le hall d'entrée, il échafaudait des plans pour laver son honneur, refusant de rester dans l'ombre de sa défaite. Le rival, à la fois désespéré et tiraillé par l'orgueil, hésita. Il savait qu'outrepasser cette offre impliquerait un risque financier démesuré, bien au-delà de ses moyens. Soudain, comme un éclair dans l'obscurité, une nouvelle offre éclata, doublant la mise précédente. Poussé par la fierté, le rival, la voix hurlante, lança une dernière proposition dans un souffle d'orgueil, 200 millions. Un frisson parcourut la salle. Les marchands et collectionneurs tentèrent de recalculer les enjeux, complètement dépassés par l'ampleur du revirement. Tous les regards se braquèrent sur l'auteur de cette offre finale, mélangeant admiration, crainte et incrédulité. Un silence épais s'étira, puis les mots tombèrent, définitifs. L'enchère était scellée. Le trésor venait de trouver un maître. La salle éclata alors dans un mélange de cris, d'applaudissements et de rires. Ye-King ricana, moqueur, minimisant la victoire de l'acheteur, convaincu qu'aucun être n'était digne de le défier, surtout après une enchère aussi extravagante. Son arrogance restait intacte. Pourtant, dans l'ombre de ce mépris, ses partisans s'agitaient. La panique commençait à les gagner, car il leur faudrait désormais expliquer cette folie dépensière à un supérieur peu enclin à la clémence. Certains continuaient malgré tout de croire au potentiel de l'objet, persuadés qu'il s'agissait peut-être d'une relique divine encore non révélée. Lorsque le commissaire annonça enfin le nom du vainqueur, la tension s'éclipsa, laissant place à un silence dense, presque sacré. Ses yeux se plissèrent, brillant d'une certitude froide. Grâce à une compétence spéciale, Ye-King percevait ce que d'autres ne voyaient pas. Il savait depuis le départ que cet anneau n'était rien de plus qu'un ornement. Dans les mains du rival, aussitôt, une lumière aveuglante enveloppa l'objet. Le métal terne se fissura, révélant un motif complexe et d'une beauté irréelle, vibrant d'un pouvoir étranger. Et pourtant, l'émerveillement s'évapora aussitôt que la vérité éclata. Le visage du vainqueur se crispa, déformé par l'horreur. Ce qu'il tenait n'était rien d'autre qu'un vulgaire anneau de fer. Le mirage s'était dissipé. Dans la grande salle des enchères, l'agitation montait. Les voix s'élevaient, accusatrices, dirigées vers Ye-King, qui demeurait imperturbable. Malgré le tumulte, son calme semblait inébranlable. L'enchérisseur gagnant, pris de panique, comprit soudain l'ampleur de son erreur. Son offre extravagante s'était avérée contraignante. Le regret le frappa de plein fouet, mais personne ne daigna lui prêter attention. Les règles de la maison des ventes étaient claires. Inflexibles. Alors commencèrent des tentatives désespérées de rétractation. L'homme supplia, arguant d'une erreur, espérant échapper aux conséquences désastreuses. Mais l'officier d'enchères resta de marbre, une offre était un engagement. Le paiement était dû. Et l'addition allait lui revenir, entièrement. Brutale vérité. Le refus de payer mènerait à la honte absolue. Réputation, honneur, statut, tout serait balayé en un instant. Dans la salle, un silence bourdonnant s'installa. Des murmures étouffés serpentaient à travers la foule. La rumeur enfla. Une certitude se répandit. Dans ce jeu, la richesse, le pouvoir et la confiance étaient des armes. Et certains les maniaient sans effort. L'enchère reprit. Un nouveau trésor apparut, un collier de transformation sauvage, rare, d'une puissance exceptionnelle. Le présentateur en vantait la fabrication, soulignant son exclusivité. Ce bijou n'était destiné qu'aux plus forts. Puis, une main se leva. L'offre fusa, Ye-King sans hésitation misa un yuan. Un chiffre si bas, si ridicule, qui laissa toute la salle figée dans un silence stupéfait. L'atmosphère se chargea d'un doute palpable.
Était-ce une provocation? Un piège tendu? L'idée de surenchérir planait. Mais nul n'osait parler. Les risques de défier la force invisible derrière cette offre étaient bien réels. Le commissaire-priseur attendit, en vain. Certains soupçonnaient une manipulation, d'autres redoutaient les retombées d'une décision irréfléchie. Le silence s'éternisa. Ce moment devint un test silencieux, un révélateur de l'écart entre l'influence véritable et l'ambition aveugle. Peu à peu, les esprits s'éclairèrent. Parfois, ne pas agir était le seul moyen d'échapper à la partie. Puis, d'une voix ferme, l'enchérisseur confirma la vente. Ye King venait de remporter un artefact d'une puissance redoutable, pour une somme insignifiante. L'incrédulité se lut sur les visages. Un objet valant des millions, acquis pour presque rien. Un choc traversa la salle. Chacun comprit que les opportunités existaient partout, mais que l'hésitation coûtait tout. Alors qu'il vérifiait son solde, une notification confirma le transfert. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. L'anneau de fer vendu pour 200 millions lui appartenait. Un discret sourire naquit. Avec ses nouvelles ressources, une ambition encore plus vaste prit forme. Il était temps d'acquérir quelque chose de plus grand, de plus symbolique. Un peu plus tard, la ville s'étalait en contrebas, ses lumières pulsant sous le ciel noir. Une vendeuse accueillit avec sourire. On parlait d'un bien immobilier d'une valeur exceptionnelle. Un bâtiment majestueux, dominant le quartier, considéré comme l'un des meilleurs investissements de la région. Le prix était vertigineux. Mais la richesse ne se mesurait pas qu'en chiffres. Ceux qui voyaient loin contrôlaient l'avenir. Ye King proposa un marché clair, 100 millions posés sur la table, et la propriété était à lui. Posséder ce lieu, c'était s'élever au-delà de la richesse. C'était entrer dans une nouvelle sphère d'influence. Ye King voulait que tout soit prêt dans la journée. Dans la soirée, Ye King aménageait dans l'appartement nouvellement acheté. Et dans l'esprit de Ye King, une promesse résonnait encore. Ceux qui détenaient autrefois le pouvoir ne le conserveraient pas éternellement. Dans un recoin discret de l'appartement, Ye King et sa sœur observaient les bâtiments de la ville devant eux. Peu après, Wu Tong et Ye Xiao se trouvaient dans la salle de séjour après une soirée bien animée. À l'extérieur sur le balcon, la ville s'étendait sous un ciel sans étoiles, les lumières dessinant un tapis vivant. Ye King s'y tenait, perdu dans ses pensées, absorbant l'air nocturne. Des pas résonnèrent derrière lui. Une présence familière s'approcha, apportant une lueur de réconfort dans ce monde d'incertitude. La conversation fut discrète. Les accomplissements s'étaient accumulés. Mais l'accomplissement, lui, demeurait lointain. Le poids des responsabilités ne l'avait jamais vraiment quitté. La reconnaissance officielle avait été gagnée, et pourtant, la route restait incertaine. La force seule ne garantissait ni paix, ni sécurité. Un petit cadeau lui fut remis par Liu Shenran. Un objet simple, mais porteur de sens. Un rappel que certains liens ne se brisaient jamais. La vue de ce vieil artefact raviva des souvenirs oubliés. Quelque chose de perdu, revenu à lui. Porteur d'une promesse silencieuse. Le passé ressurgit. L'histoire de leur toute première rencontre liée aux profondeurs de l'abysse refirent surface. Le vent de la nuit emportait des paroles non dites. Certains chemins devaient être parcourus seuls. D'autres méritaient d'être partagés. Et certaines vérités ne s'apprenaient que dans la douleur. L'autorité véritable ne naissait pas de mots, mais de fermeté. La puissance ne valait rien sans direction. L'influence, elle, se bâtissait par les actes. Le désir de quelque chose de plus grand brûlait, plus fort que jamais. Le passé avait tout façonné. Mais l'avenir restait à écrire. L'objectif devint limpide pour Ye King. Fonder un groupe de chasse d'élite ne nécessitait pas seulement de la force. Il fallait une richesse considérable pour opérer dans les zones les plus dangereuses. Le plan se dessinait pour Ye King. L'ambition allait au-delà de la simple survie. Il s'agissait de plonger dans les abysses les plus hostiles. La force brute ne suffirait pas. Si les règles du monde ne pouvaient être vaincues, alors elles devaient être réécrites. Un choix définitif fut posé, ne plus obéir au système, mais le redéfinir. Sous les gratte-ciels illuminés, Ye King s'avançait dehors pour jeter des ordures. Une confiance calme dans chacun de ses pas. Même les bacs de collecte d'ordures à l'entrée reflétaient le luxe. Chaque détail transpirait la richesse. Pourtant, il y avait dans cette opulence une forme de superficialité. La pensée s'imposa. Les riches vivaient dans le confort, certes, mais jetaient leurs déchets comme tout le monde. La différence n'était qu'un voile bien cousu. À l'entrée, une confrontation éclata. Un résident, sûr de sa supériorité, regarda Ye King de haut.
Les règles du quartier lui furent jetées au visage. Certains avaient de l'autorité, d'autres en jouaient. Mais le respect, ça ne s'obtenait pas par le statut. Il se méritait. Une erreur avait été commise. L'homme déposa la peau de banane qu'il venait déguster dans la paume de Yeking. Un silence tendu s'installa. Yeking ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir parlait pour lui. Le résident hésita. Un doute naquit. Ce n'était pas qu'une question de confiance. Une expression méprisante apparut sur le visage de l'homme. Il exigea le respect, se croyant supérieur par principe. Mais la réalité était tout autre. L'ordre claqua, « Apprends ta place. » Ou pars. Mais il ignorait une chose essentielle. Yeking n'avait jamais été en dessous de personne. L'obscurité tourbillonna dans les paumes de ce dernier. La réalité sembla vaciller. La richesse ne déterminait pas la puissance. Et ce soir, cette vérité allait éclater. La panique s'installa. L'énergie se mit à vriller, distordant l'air. Le monde répondait à ceux qui savaient le plier. Le regard de l'homme s'écarquilla. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une puissance indiscutable. La situation bascula. L'illusion de supériorité s'effondra sous la force. Et la peur remplaça la fierté. La voix de Yeking résonna. Certains ne comprennent que la force. L'énergie s'enroula autour de l'arrogant. Trop tard, il comprit son erreur. Les règles du pouvoir changeaient. Son énergie fut scellée. Il était désormais sans défense. Et pour la première fois, il découvrait que la force ne signifiait rien, face à quelqu'un qui contrôlait tout. La demande ne souffrait d'aucune négociation, il devait ramasser la peau de banane. L'ordre résonna avec une telle autorité qu'il ne laissa place à aucune forme de résistance. Car toute action portait en elle ses conséquences, et cette situation en était la preuve éclatante. La panique éveilla une ultime flamme de défi. Une poussée de force cachée jaillit, brisant momentanément la suppression qui l'écrasait. Instinct et volonté ne mouraient pas si facilement. De cette résistance jaillit une puissance dangereuse, imprévisible, incontrôlable. Certains pouvoirs ne se laissaient pas dompter. Et certaines batailles ne pouvaient être remportées par la seule force brute. Il comprit alors que la puissance, aussi légendaire fût-elle, ne garantissait pas la victoire face à un adversaire qui maîtrisait les lois mêmes du pouvoir. La stupeur se lut dans ses yeux. Comment un être apparemment ordinaire pouvait-il manier des techniques de contrôle d'un tel niveau? Cela dépassait l'entendement. La gravité elle-même sembla se courber, imposant la soumission. Une pression écrasante s'abattit, forçant l'arrogant à plier. L'intelligence venait de surpasser la force pure. Ses pensées se brouillèrent. Hésiter, même une seconde, pouvait lui coûter la vie. Mais se rendre n'était pas une option. La véritable question se posa alors. Qui dominait réellement cette confrontation? Il ne s'agissait plus de vaincre, mais de faire comprendre une leçon. Le dernier mouvement fut déclenché. Mais la force brute, seule, ne suffirait pas à fuir. Il fallait conclure la leçon. Et cette fois, elle serait complète. La résistance se brisa. Le combat prit fin dans un silence absolu. La supériorité s'imposa, irréfutable, ne laissant derrière elle qu'une dure vérité. Il avait perdu. Certains enseignements ne se transmettaient qu'au prix de l'expérience, brutale et directe. Un soupir s'échappa. Même dans les quartiers les plus opulents, les ennuis trouvaient leur chemin. Car le pouvoir, par nature, attirait le chaos. La nuit retomba doucement sur la ville, mais un pressentiment demeurait. La paix n'était qu'un souffle temporaire. Yeking déambula dans les rues familières, éclairé par les néons vacillants. Il restait encore des choses à régler. Un nouveau jour s'annonçait, chargé d'opportunités fraîches. Le passé avait été enterré, mais certaines dettes demandaient à être recouvrées. En revenant dans son ancien appartement, des souvenirs émergèrent. Le temps avait tout changé, ou presque. Un homme lui faisait savoir ne plus être le propriétaire des lieux que Yeking louait. Autrefois cette maison appartenait désormais à un autre. Un sourire en coin effleura ses lèvres. Propriété, influence, ascension. Tout faisait partie d'un plan plus vaste, qui se déployait avec précision. Yeking était ce nouvel propriétaire. La scène se déplace sur un édifice, haut et imposant, abritant le siège de l'association internationale. Dans ces sphères économiques les plus fermées, la rumeur de l'achat à 200 millions se répandit comme un poison. Un simple geste imprévu venait de faire vaciller des projets mûris depuis des années. Ceux qui tiraient les ficelles se refusaient de toute responsabilité. Les liens entre chasseurs et entreprises étaient inévitables. Force et influence se tissaient ensemble, bâtissant les fondations mêmes de cette société parallèle. Derrière les portes closes, des noms circulèrent.
Celui de Ye-King surgit, insaisissable, inquiétant. Des traces de son pouvoir avaient été enregistrées. Des motifs magiques recoupaient d'anciens événements. Trop de coïncidences s'accumulaient. Il n'était plus possible de les ignorer. Et si un tel individu existait hors de toute hiérarchie, quel danger représentait-il réellement? Le contrôle, voilà ce qui comptait. Ceux qu'on ne pouvait manipuler devenaient des menaces. Les architectes du monde définissaient les règles. Mais certains rôles n'étaient pas choisis. Ils étaient destinés à être réécrits. Le hall de la guilde grouillait d'activité. Le soleil filtrant à travers les hautes fenêtres traçait des ombres longues sur le sol pavé. Ye-King s'avança jusqu'au comptoir, déposant un jeton doré devant l'employé aux cheveux roses. Son choix était arrêté, il allait fonder un groupe de chasse. Elle examina le jeton sans émotion apparente. Les règles étaient strictes, fonder un groupe nécessitait plus qu'un simple désir. Une licence officielle était obligatoire. Mais l'argent, lui, ouvrait bien des portes. Avec des ressources suffisantes, même les plus rigides protocoles perdaient leur emprise. L'écran d'enregistrement confirma la création du groupe. Son nom, Scavengéome. Mais avec un seul membre, cela tenait plus du défi que de l'organisation. Des murmures traversèrent le hall. Certains riaient. Fonder un groupe seul relevait presque de la folie. Les groupes sans soutien ni effectif restaient au bas de la chaîne. L'accès aux ressources de valeur leur était interdit. Pour Ye-King, cette situation n'avait rien de nouveau. Il avait tout reconstruit une fois. Il le referait. Une silhouette familière se présenta, un sourire moqueur aux lèvres. Dans un monde pareil, les rancunes ne s'effaçaient jamais vraiment. Le hall se figea. L'atmosphère se tendit. Les rivalités, ici, finissaient rarement par des mots. Mais Ye-King ne se laissa pas distraire. Il n'était pas là pour jouer. Il construisait. Les tensions s'exacerbèrent. Sa simple présence dérangeait, comme un affront à l'ordre établi. Pourtant, il ne flancha pas. Sa confiance rayonnait, inébranlable. Parmi les spectateurs, certains commencèrent à réfléchir. Un chasseur s'avança vers Ye-King, c'était Wutong. Rejoindre une équipe neuve signifiait accéder à des opportunités inédites, inaccessibles dans des groupes saturés. L'un des hommes du chasseur agacé reconnut aussitôt Wutong, déclarant Wutong comme un incapable. La survie ne reposait pas que sur la force. Elle exigeait réputation, alliance solide et une place dans le système. Ceux qui échouaient finissaient relégués aux corvées, invisibles et remplaçables. Et même avec tout l'or du monde, certaines portes ne s'ouvraient qu'à la force brute. Car au final, le pouvoir tranchait. Le chasseur que Ye-King avait agacé se présenta sous le nom de faction. Il annonça alors qu'un leader assez fort pouvait remodeler l'ordre des choses. Seuls les forts méritaient de former et de diriger des groupes. L'annonce attira l'attention. Plusieurs se précipitèrent pour s'enregistrer, pressés de rejoindre ce qui semblait devenir une force émergente. Les compétences variaient. Certains avaient un réel potentiel, d'autres cherchaient seulement un abri. Soudain, une nouvelle présence fit irruption. Une silhouette puissante, une réputation tranchante. Sorcière redoutée, sa maîtrise de la magie destructrice faisait trembler même les plus aguerris. Son regard balaya la salle. Calme, intense. Ses intentions restaient opaques. Mais la tension monta. Wutong proposa aussitôt de la recruter, conscient de l'aura qu'elle apporterait au groupe. C'est alors qu'un rival fit irruption, déterminé à renverser l'instant. La compétition féroce autour du recrutement attisait des tensions sous-jacentes. Une confrontation se préparait, chaque camp luttant pour asseoir sa domination. À mesure que les secondes s'égrenaient, l'équilibre des forces dans le hall de la guilde vacillait imperceptiblement. Le doute s'installait dans les esprits. Pourquoi une sorcière de ce niveau choisirait-elle de rejoindre le groupe Scavengéome? Une équipe aussi peu connue? La décision paraissait illogique. Pourtant, malgré les murmures, elle ne fléchit pas. Ses raisons lui appartenaient, mais l'impact de son choix était immédiat. La révélation déclencha l'incrédulité. En un instant, la formation de ce groupe marginal devint le centre de toutes les attentions. La sorcière se présenta officiellement, son regard acéré fixé sur Ye-King, le chef de ce nouveau clan. Par cette simple poignée de main, elle scella un pacte qui redéfinissait l'avenir. L'équipe, hier encore insignifiante, venait de gagner sa première pièce maîtresse. L'atmosphère changea, emplie d'une excitation palpable. Ce recrutement inattendu généra un élan auquel nul ne s'attendait. Ye-King proposa même de célébrer l'événement. La naissance d'un groupe prometteur méritait d'être salué. L'espace d'un instant, la tension céda la place à une effervescence joyeuse. Le chemin devant eux restait incertain, mais il semblait désormais porteur d'espoir.
Mais la liesse fut de courte durée. Une décision soudaine et incomprise provoqua la confusion. Un refus inattendu sema le doute sur les véritables motivations de la sorcière. Certains y virent une manœuvre stratégique, d'autres une opportunité gâchée. L'air s'alourdit, annonciateur d'un nouvel affrontement. Car toute nouvelle alliance bouleversait l'ordre établi. Une brusque décharge d'énergie traversa la pièce, arrachant des halètements surpris. Tous les regards convergèrent vers la source. Une silhouette colossale venait d'entrer, glaciale, menaçante. Son nom circulait depuis longtemps, Wu Ming le chasseur maudit. Toujours accompagné d'histoires funestes. On disait de lui qu'il avait éliminé ses propres coéquipiers. La peur s'insinua, discrète mais tenace. Des rancunes anciennes flottaient dans l'air, toujours vives. Et homme n'était ni fiable, ni stable, un électron libre, dangereux et imprévisible. L'hostilité précédente n'était pas dissipée, et cette apparition ne fit qu'exacerber les tensions. Mais contre toute attente, les chasseurs pensants rendirent compte que la relation entre Wu Ming et Yeking était bonne et même amicale. Le colosse s'approcha, et Yeking lui proposa aussitôt que son groupe recrutait de nouveaux membres. Wu Ming s'assit près de la sorcière grignotant d'un geste brusque, son gâteau déclenchant une mini-émeute. La sorcière resta figée, déconcertée. Sa simple présence suffisait à plonger la salle dans l'angoisse. Son aura, étrange, presque surnaturelle, évoquait un pouvoir capable de plier le destin lui-même. Dans un coin, une conversation tourna autour de l'échec de Wu Ming. Sa malédiction n'était pas un fardeau individuel. Elle rejaillissait surtout, même sur la qualité du butin récolté par le groupe qui l'intégrait. Certains noms portaient malheur, et personne ne voulait être associé à la poisse. Dans ce monde, une réputation de malchance pouvait être plus disqualifiante qu'un manque d'expérience. Yeking glissa vers Wu Ming une interrogation sérieuse. Sa malchance pouvait-il influencer les trésors trouvés? Wu Ming lui confirma que c'était le cas. S'il est dans un groupe, le butin récolté ne sera que des déchets. En pensant à sa compétence de forge qui prend que des déchets, Yeking s'excita, sa voix s'éleva, rompant le fil de la conversation. Une invitation soudaine fut lancée. Un groupe de chasse voyait de la valeur là où les autres détournaient le regard. Des rires fusèrent. Qui serait assez désespéré pour faire équipe avec des ramasseurs de carcasses? Les avertissements ne tardèrent pas. Certains chemins menaient à la ruine, et rejoindre une équipe faible, c'était partager leur chute annoncée. Un choix s'imposait, mais pas sans conséquence. La force déterminait le destin, et cette fois, chacun avait l'opportunité de prouver s'il pouvait le maîtriser. Le silence retomba. Seuls les imprudents ou les désespérés oseraient suivre une voie aussi incertaine. Il manquait encore des membres pour atteindre le quota officiel imposé au groupe de chasse. Le temps jouait contre eux. Les stratégies divergeaient, mais l'objectif restait le même, atteindre le seuil minimum avant qu'un obstacle n'intervienne. Devant le bâtiment imposant, un rappel, la réussite exigeait de la persévérance. Et tous ne comprenaient pas la valeur de la patience. Certains chemins ne menaient pas à la popularité, mais à un bien plus précieux, le contrôle absolu de son avenir. La discussion prit un tournant abrupt. Le manque de popularité n'était pas dû au hasard, mais à la réputation d'un groupe. Le système de chasse était régi par des règles strictes. Sans effectif complet de 5 membres minimum, même les plus puissants étaient exclus des opérations officielles. Moqueurs, factions riaient. Certains groupes étaient conçus pour échouer, bloqués dès leur naissance par des barrières invisibles. Son avertissement tomba, sec, seuls ceux qui suivaient les règles survivraient. Les autres subiraient une suppression implacable. Yeking, lui, ne vacilla pas. Les effectifs? Ce n'était plus un problème. Le chemin était tracé, et rien ne viendrait le dévier. Un malentendu faillit dégénérer. Loyauté et nombre furent remis en question. Mais les faits étaient là. Son groupe avait atteint les effectifs nécessaires. Quelques personnes, malgré les risques, n'hésitaient jamais. Et soudain, ce qui paraissait impossible devint réel. Ce groupe autrefois moqué avait attiré un nouveau membre redoutable. Liu Shenran, un nom qui comptait. Et certains noms ne pouvaient être ignorés. Son arrivée fit trembler les fondations. Dans cet univers, le statut dictait les attentes. Être issu d'une lignée d'élite signifiait avoir accès à des ressources inaccessibles au commun des chasseurs. Les questions fusèrent. Si un chasseur aussi réputé avait rejoint cette équipe, alors qui était vraiment Yeking? Et s'il n'était pas le simple marginal que l'on croyait, mais bien une force tapie, prête à s'élever? Certains refusèrent d'admettre cette possibilité. Trop attachés à des conceptions obsolètes du pouvoir. Mais le système, jusque-là incontesté, venait d'être ébranlé. La reconnaissance de ce groupe n'était que le début. Les équipes de nettoyage intervinrent, conformément au protocole.
Même les conséquences des plus grands affrontements étaient gérées avec une précision militaire. Pourtant, des doutes persistaient. Était-ce une équipe apte à mener des missions de classe A? Certains l'espéraient. D'autres la jugeaient déjà incapable. Mais les règles, dans ce monde, se pliaient à ceux qui les comprenaient. Et s'il existait une faille, alors rien n'empêchait les plus rusés de l'exploiter. La confirmation officielle arriva. Le groupe recevait l'autorisation de participer. La preuve que parfois, les détails l'emportaient sur la force brute. Un rire s'éleva. Dans un jeu régi par les règles, savoir les contourner était souvent la plus grande preuve d'intelligence. Les défis ne se résumaient pas au combat. Ils se jouaient aussi dans les alliances, les stratégies, les manœuvres politiques. Dans l'art de naviguer un système pensé pour exclure les indépendants. Le ton monta. Le respect ne se donnait pas. Il se gagnait. Mais certains refusaient de voir la valeur de ceux qu'ils jugeaient indignes. Comprendre les lois du système, les suivre à la lettre, permettait même aux outsiders d'accéder aux missions les plus secrètes. Une clé fut mentionnée. L'attention changea de cible. Le sujet porta alors sur la tour noire. Si les rumeurs disaient vrai, alors ces secrets pouvaient tout bouleverser. La tour dépassait l'autorité. Elle touchait à la légende. On racontait que ceux qui en ressortaient ne revenaient jamais identiques. Certains ne revenaient pas du tout. Les spéculations s'intensifièrent. Si certains groupes avaient accès à ces privilèges, que dire de ceux qui en étaient exclus par principe? La survie dépendait de la force. Mais gravir la tour, c'était autre chose. C'était transcender sa propre existence. Une pensée persista. Que cachait son sommet, et pourquoi ceux qui parvenaient ne parlaient-ils jamais de ce qu'ils y avaient vu? La seule façon de faire taire les sceptiques, pensait-il, c'était de devenir plus fort. De prouver que le destin, aussi implacable soit-il, pouvait être réécrit par la force brute. Une opportunité rare se présenta alors, silencieuse mais éclatante, à ceux capables de lire entre les lignes d'un système truffé de pièges. Certains croyaient que chaque mouvement avait été méticuleusement planifié depuis le début par Yeking. La vérité, pourtant, était bien plus simple. Un hasard. Un pur enchaînement de coïncidences, aussi absurde que puissant, avait permis la création de ce groupe. Lorsque le portail s'ouvrit, une aura étrange enveloppa le groupe, marquant le commencement d'une mission périlleuse au cœur de l'abîme. Et pourtant, en levant les yeux, Wu Tong ne put croire ce qu'il voyait. Un ciel là-haut, bien réel. Comment cela était-il possible dans ce qui devait être un donjon? Son esprit se heurta à cette impossibilité. Il ne s'agissait pas d'un simple donjon, lui expliqua Yeking, mais d'un monde ouvert, vaste et sans limite, un gouffre déguisé en horizon. Agacé par les sables incessants, Wu Ming pesta contre l'environnement, rêvant d'un chemin plus doux, plus direct. La troupe avança malgré tout, affrontant la brutalité du terrain, tandis que Yeking notait la difficulté croissante de traquer leur cible dans un tel désert. La chaleur, la fatigue, les vents cinglants, tout conspirait contre eux. On évoqua une oasis, quelque part au centre du désert. Lueur d'espoir fragile dans les yeux éreintés du groupe. Mais Faction, le chef du groupe principal de la mission, tempéra leur enthousiasme. Pas question de se précipiter. La prudence devait guider leurs pas, surtout dans cet inconnu hostile. C'est alors qu'un malaise se fit sentir. Un silence tendu. L'un des chasseurs leva les yeux et aperçut une forme obscure tournoyant lentement dans le ciel. Des oiseaux, pensait-on d'abord, jusqu'à ce que leur mouvement devienne inquiétant. L'un des éclaireurs capta le danger le premier. Ce n'étaient pas des oiseaux. C'étaient des prédateurs. Des créatures traquant leur proie depuis les cieux. L'alerte fut donnée. Chacun se mit en position. Le danger planait, au sens littéral. Les harpies, au regard vide et aux serres acérées, fondirent sur eux. L'attaque fut foudroyante. Les talons griffèrent l'air, les cris déchirèrent le silence, et le champ de bataille s'embrasa dans le chaos. Un combattant agile évita de justesse une attaque, ripostant par une lame fulgurante qui capta un rayon de soleil. Non loin, un soldat peinait à repousser une harpie, emporté par la violence du choc. Les harpies arrachaient les guerriers du sol comme des poupées de chiffon, hurlant leur soif de sang. Un autre hurla à l'aide, une créature accrochée à son épaule, le traînant vers le ciel. Puis un colosse surgit, pour le rattraper mais échoua de peu. Soudain, une d'énergie chargée, écrasa le monstre dans une explosion de chair et de plumes. Un mage, à quelques mètres, avait libéré la décharge qui balaya la harpie dans les airs. Quand le calme revint, seul le souffle court des survivants remplissait l'air. Yeking, debout au bord d'un cratère, secoua la tête avec dédain. Ces soi-disant élites, songea-t-il, ne valaient pas mieux qu'un ramassis de novices. Un homme encapuchonné lança une remarque acide. Certains n'étaient là que pour gonfler les effectifs, pas pour se battre.
La tension grimpa. Un autre hurla que sacrifier un faible aurait été préférable à l'idée même de gaspiller des ressources pour le sauver. La division s'insinuait déjà dans le cœur du groupe. Mais la menace ne leur laissa pas le temps de s'entre-déchirer. Les harpies, en haut, replongèrent en piqué. Une voix rugit un ordre. Se repositionner, maintenant, ou mourir. Ye-King ne bougea pas. Il observa calmement, alors qu'une harpie fondait sur sa cible. Elle ne toucha jamais le sol. En un seul geste, il l'abattit. Sa lame décrivit un arc si parfait que même le temps sembla s'arrêter. Silence. Incrédulité. Un combattant murmura, stupéfait. Comment un seul coup pouvait-il suffire? Un autre, refusant d'admettre l'évidence, parla de chance. L'une des harpies, figée par la terreur, tenta de fuir. D'autres, plus faibles, se mirent à hurler, semblant presque appeler leur mère avant de tomber. Un cri d'alarme jaillit, un autre membre était ciblé. Ye-King, imperturbable, fit remarquer que les harpies devenaient plus violentes quand leur nombre diminuait. Faction bondit alors, frappant d'un coup net, son énergie ondulant dans l'air. À ses côtés, un combattant musclé exécuta une attaque aérienne fulgurante, abattant plusieurs harpies d'un seul enchaînement. Leur énergie bleutée scintilla comme un feu sacré. Les harpies, cette fois, ne résistèrent pas. Elles fuirent. Paniquées. Mais ce n'était pas une victoire. Ce n'était qu'un prélude. Un combattant en armure railla les plus faibles, les traitant d'inutiles. Le chef du groupe gronda ceux qui n'avaient rien apporté, affirmant que Huntingat ne tolérait ni l'incompétence, ni la peur. Un silence pesant s'installa. Était-il réellement hors de danger? Ye-King évoqua une hypothèse. Le chaos du combat avait peut-être attiré d'autres créatures. Les harpies réagissaient au bruit, à l'agitation. Les mages, trop exposés, étaient devenus des cibles de choix. Un combattant encapuchonné pâlit, comprenant qu'il était devenu leur proie naturelle. Puis le sol vibra. Fort. Un grondement sourd s'éleva, des fissures déchirant la terre. Quelque chose remuait sous leurs pieds. Les harpies, en fait, n'avaient pas fui les guerriers. Elles fuyaient ce qui arrivait. Ye-King lança un regard effréné à travers le canyon. Le sol tremblait, le sable s'envolait. Et au loin, dans les ombres des falaises, des silhouettes massives surgirent. Monstrueuses. Sauvages. Des ogres. Une horde entière. Leurs visages tordus par la haine, leurs cris emplis de rage. Une compagnie d'ogres. Hurla faction. La panique saisit les troupes. Le vent hurlait, le sable dansait. Le capitaine ordonna, guérisseur en arrière. Tank avec moi. Tenez la ligne, comme si vos vies en dépendaient. Parce que, cette fois, elles en dépendaient vraiment. Le groupe de Ye-King, posté en hauteur, scrutait la mêlée en contrebas. Faction, le chef de groupe principal, jeta alors un regard avec dédain Ye-King et sa bande. Faction, les poings serrés, se contenta de souffler, presque pour lui-même. Il était temps de montrer à l'équipe des charognards ce que signifiait vraiment être en première ligne. Du sommet de la crête, il observa les ogres se déployer, pareils à une nuée furieuse, faisant trembler la terre à mesure qu'ils formaient leur rang. D'un bond, Faction s'élança, une traînée d'éclairs dans son sillage. Le Titanic Power jaillit sous ses pieds, le propulsant au cœur de la mêlée. Lame scintillante, énergie en fusion, il fendit la marée de monstres, obligeant les géants à se disperser. Trop faible, grogna-t-il, esquivant une hache d'un mouvement fluide, avant d'enfoncer son poing dans la cage thoracique d'un ogre, brisant os et sol dans un fracas sec. Autour de lui, les cris retentissaient. Faction hurla à son groupe, éliminez-les tous. Les lames étincelaient, déchirant chair et cris. Sur la crête, l'escouade des charognards observait. Ils ne bougeaient pas. Ils ne combattaient pas. Ils regardaient. Ye-King comprit sans surprise. Il serait en retard pour le combat, mais parfaitement à l'heure pour les récompenses. D'un pas désinvolte, l'équipe descendit, enjambant les carcasses encore fumantes comme s'il s'agissait de simples déchets jetés au bord d'une rue. L'un des ogres, pourtant, n'était pas mort. Dans un dernier rugissement, il se jeta sur eux, les crocs découverts, l'œil plein de rage. Mais le pied de Ye-King tomba comme une sentence. L'impact éclaboussa le sol de sang. L'attaque n'avait rien d'un acte de pitié. Elle avait été volontairement violente, bruyante, une manière cynique d'attirer l'attention. Depuis le contrebas, le capitaine de l'escouade le repéra. Il agita la main avec impatience. Ce n'était pas à Ye-King de combattre. C'était à lui de nettoyer. Avec lassitude, il ouvrit son inventaire. Hache éclatée, fragments émoussés, morceaux de bois fendus. Rien. Une notification du système clignota, sèche, attribut chance considérablement réduit.
Même le jeu semblait l'avoir légué au rang de simple déchet. Les loots n'étaient même pas dignes d'un regard. Mais lui ne cherchait pas les objets tapax en grave-l'œil. Il traquait les détails négligés, les bonus invisibles, les secrets. Et pourtant, rien. Ni arme rare, ni armure enchantée. La récompense ne correspondait pas à la difficulté du combat. Tout semblait creux. Les coups manquaient de poids. Même les objets magiques paraissaient éteints. Comme si chaque moment critique avait été délibérément vidé de sa substance. Alors il observa. Pas le champ de bataille, mais ses mouvements globaux. Une intuition prenait forme. Les monstres ne se battaient pas comme des bêtes. Ils suivaient une logique. Une stratégie. Depuis sa rencontre avec le roi elfe noir lors d'une précédente mission, Yeking avait senti naître quelque chose de différent dans les créatures. Une évolution malsaine. Sur la ligne de front, les tanks résistaient, les soigneurs s'agitaient pour maintenir les barres de vie à flot, et les lames s'abattaient avec une précision presque trop parfaite. Trop chorégraphiée. Personne ne vit les ogres se repositionner par l'arrière. En silence. En rythme. Une seconde plus tard, la ligne arrière explosa. Piège déclenché. Cris étouffés. Ceux qui se trouvaient en queue de peloton furent isolés, encerclés, anéantis. La confusion s'installa. Fallait-il reculer? Continuer? La panique monta. Jusqu'à ce qu'une voix, glaciale, propose l'impensable, utiliser l'escouade des charognards comme appât. Cruel. Mais efficace. En exposant leur position, on forcerait les monstres à se détourner. À changer de cible. L'ordre ne disait pas de survivre. Il ordonnait de sacrifier. Au milieu de la folie, une silhouette accepta la sentence avec un sourire, bandant déjà un nouvel arc pour l'embuscade suivante. Un fumigène vola dans l'air, ultime tentative pour ériger un mur de brume entre eux et la mort. L'impact fit jaillir une nappe épaisse de fumée violette. Les ogres, aveuglés, perdirent leur cible. Les systèmes pingèrent, agressivité réinitialisée. Un court répit. Un mirage de répit. Car un cri transperça la brume. Un ogre, yeux en feu, pointa le ciel d'un doigt déformé. Puis hurla, ralliant les autres dans une rage nouvelle. La terre trembla. D'autres ogres se mirent à charger, attirés par la magie exposée et les lignes désorganisées. Yeking fronça les sourcils. Il vit l'ombre se faufiler, bien trop vite pour que ce soit un hasard. Ce n'était pas une percée ennemie. C'était un leurre. Les monstres avaient été volontairement détournés vers le groupe des charognards. La sorcière mage leva le poing, prête à libérer sa puissance. Mais Yeking les interpella. « Économise vos énergies », dit-il calmement. « Ne frappe que si c'est la seule issue. » Il désigna les ogres, regard calculateur. « Laissons l'escouade principale tester leur endurance. Nous n'agirons qu'en dernier recours. » Puis il avança. Seul. L'épée en main. L'esprit tranquille. La bataille faisait rage en contrebas. Les lames ralentissaient les ogres à peine. Imperturbables, ces derniers se regroupaient déjà, changeant de cap, convergeant vers la falaise. Vers Yeking. Il ne bougea pas. Le regard rivé sur l'horizon, le corps déjà prêt. Et soudain, il bondit. Il fendit les pièges comme s'ils n'existaient pas, glissa entre les cordes, l'épée traçant des arcs parfaits. Le premier ogre, trop lent, s'effondra sous un coup fulgurant. Le second surgit, croc découvert, mais sa mâchoire s'ouvrit sur une lame. Le troisième ne vit jamais le coup venir. La détonation fit trembler la crête. Yeking restait debout. Immuable. Son souffle calme. Les ogres foncèrent. Mais lui ne bougea pas. Il évita la première bête d'un simple pas. Sa lame trancha. Il pivota, fluide, et abattit la suivante dans un même élan. Son corps allait trop vite pour l'œil humain. Il n'y avait plus de mouvement. Seulement l'impact. Et des ogres qui tombaient. Derrière, l'escouade des charognards observait, bouche bée. Incapable de suivre la cadence, il ne voyait plus les coups. Seulement les résultats. Les ogres frappaient dans le vide. Lui dansait entre eux. Intouchable. Chaque coup déclenchait une explosion d'énergie violette, projetant membres et cris dans toutes les directions. Le rythme était chirurgical. Les arcs, nets. Les ennemis tombaient avant même d'avoir formé une pensée. Sur les hauteurs, les créatures grognaient, incertaines, fuir ou suivre le chaos. Mais pour celles qui étaient trop proches, il n'y avait plus de choix à faire. La lame de Yeking frappa de nouveau, fendant l'air, dispersant cadavres et panique sur le champ de bataille. Pourquoi les ogres fuient-ils? Murmura Yeking, dérouté par ce repli soudain. Un autre ricana. Laissez les fouilleurs de déchets gérer les restes.
Leur souffrance nous achète un peu de temps, sans interruption. Mais à peine ces mots prononcés, le sol trembla sous un nouveau fracas. Un nuage de poussière s'éleva, les regards s'agrandirent. Les ogres ne fuyaient pas. Ils se regroupaient. Et quand ils revinrent, ce fut avec une fureur redoublée. Le double de leur nombre surgit des fumées, hurlant, bondissant comme une vague d'acier et de rage. Les observateurs, médusés, comprirent trop tard. Ye-King ne les avait pas freinés, il avait déclenché une inondation. Impassible, Ye-King observait ce revirement, les yeux plissés. Ce qu'il voyait n'était plus du chaos, mais de la coordination. Des manœuvres, des flancs couverts, des attaques calculées. Ce n'était pas l'instinct, c'était un commandement. Et cette vérité le frappa. Ces ogres n'étaient pas des monstres. Ils s'adaptaient. Ils communiquaient. Ils combattaient comme une unité entraînée. Avant que quiconque ne réagisse, un ogre colossal bondit dans les airs. Son coup tomba comme le tonnerre, brisant le bouclier du tank principal en un seul impact. Le front éclata dans un déluge de cris. Les joueurs se ruèrent, désorganisés. Le tank est à terre. Hurla Théon, l'incrédulité perçant chaque mot. Personne ne s'attendait à une chute si rapide, et surtout, pas d'un seul coup. La panique se propagea. Des voix s'élevèrent, cherchant des coupables, évoquant des statistiques de soins mal gérés. Mais la vérité était brutale. La montée de dégâts avait été instantanée, invisible. Un jeune joueur, tremblant, murmura. « J'ai même pas vu sa vie baisser, elle a disparu d'un coup. » La poussière engloutit le champ de bataille. Les repères se brouillèrent. Où courir? Où se regrouper? Les hurlements des créatures montèrent d'un cran. De nouveaux ogres surgirent du brouillard, leur chef monstrueux dominant l'horizon, aboyant des ordres d'une voix limpide et terrifiante. Ce n'était pas une brute. C'était un commandant. Son aura imposait le silence. Même les vétérans reculaient sans y penser. Le commandant s'avança, jaugeant le terrain d'un regard froid. Ce qu'ils affrontaient n'avait plus rien d'une bande sauvage. Et puis, la vérité se révéla, il n'était pas là pour tuer. Il collectait des données, testait des formations, mesurait les réactions face à la pression. Des hurlements déchirèrent l'air. Un groupe d'ogres camouflés surgit de l'arrière, encerclant les chasseurs avant qu'ils ne puissent se repositionner. Ye-King, toujours à distance, observait calmement. Tous imbriquaient. Ces assauts n'étaient que des leurs. Une diversion pour cacher. Bien pire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.